avant que le chrono ne démarre, je voudrais juste remercier mon ami Saïd pour son invitation. Et je souhaite vraiment longue vie à l'AMCAR dans cette belle ville d'Agadir qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, rapidement, parce que je dois faire beaucoup de choses et dire beaucoup de choses en 15 minutes, je commencerai par cette première remarque. On aurait pu intituler ce topo « La bonne balance entre le risque thrombotique et le risque hémorragique périopératoire ». Stop chrono, sinon il y aura du temps additionnel. Merci. Alors, ce n'est pas quelque chose de rare, puisque 300 millions d'interventions chirurgicales, ceci nous vient des États-Unis. Chaque année, 300 millions d'interventions chirurgicales majeures de non-cardiaque surgery sont réalisées. Et on remarque que les patients qui ont une implantation de stent, 3 ans après cette implantation de stent, ils ont presque 24% de chances d'avoir une chirurgie non cardiaque majeure. Autrement dit, un malade sur 4 avec un stent de 3 ans a des chances de faire face à une chirurgie lourde. Et la sentence est également très lourde puisque la mortalité périopératoire varie de 2 à 20% et en grande partie une mortalité d'origine cardiovasculaire. Alors rapidement, un cas clinique, c'est de la pratique quotidienne, un patient de 75 ans qui a eu fait un accident vasculaire cérébral avec une hémorragie un hématome sous-dural et qui était sous AVK. Un patient qui a une FA valvulaire sous AVK, c'est une situation qui est finalement anachronique mais qui est très fréquente chez nous. Et on récupère régulièrement ce type de patient. Donc il arrive aux urgences avec un Glasgow à 7, autrement dit très très mal au plan neurologique, avec une tension artérielle conservée, plutôt tendance à l'HTA, et avec une mauvaise saturation, des râles d'encombrement trachéobronchique, qui va être intubé, ventilé. Et qu'est-ce qu'on fait de ce patient sous AVK et qui a un hématome sous-dural? Je vous le dirai à la fin de ce topo, et pour cela, il faut répondre à ces questions. La première, c'est faut-il toujours arrêter les traitements antithrombotiques en préopératoire? Quelle attitude en cas d'urgence relative ou absolue par rapport à ces traitements antithrombotiques? Combien de temps faut-il les arrêter avant une procédure réglée ou urgente? Faut-il bridger ou non? Et avec quoi on va bridger si on décide de le faire? Et finalement, quand faire le restart des traitements antithrombotiques en post-procédure? Alors, un rapide panorama, je vais donc vous parler essentiellement des antiagrégants plaquettaires et des AVK et des non-AVK, puisque j'ai trouvé cette dénomination des AOD plutôt sympathique et pratique, AVK et non-AVK. Comme ça, on reste quand même par rapport à la référence qui sont les antivitamines K. Et les AVK chez nous, c'est essentiellement, exclusivement le Syntron. Les antiagrégants plaquettaires qui sont au Maroc utilisés largement sont l'aspirine et les génériques, le Plavix et le générique et le Tika qui est le Brilic chez nous. Et puis les AOD, on a essentiellement 3 AOD qui sont utilisés ici, ce sont le rivaroxaban, le dabigatran et l'apixaban. Autant vous dire que les AOD sont encore loin du compte chez nous, puisque seuls 10% des patients éligibles à ce traitement sont réellement traités par les AOD, donc on est vraiment loin du compte, et beaucoup de patients sont encore traités par les AVK. Les raisons sont multiples et ce n'est pas ici le sujet. Alors, il y a 3 tableaux que je vous demande de mettre un petit peu en mémoire. Ce premier tableau n'est pas très important, vous le connaissez tous, c'est les différents types de chirurgie que l'on utilise pour la stratification du risque opératoire en chirurgie non cardiaque, chirurgie à faible risque, risque modéré et risque élevé. Il ne nous intéresse pas vraiment aujourd'hui. Par contre, je vous demande de retenir ces 2 tableaux. Le premier est celui du risque hémorragique périopératoire, c'est important. Et on définit les hauts risques hémorragiques, les risques modérés et les risques mineurs. Mon ami Mohamed Alami en a parlé tout à l'heure. Il a essayé de placer sa bronchoscopie avec biopsie, mais oui, mais on la met où? C'est vrai, peut-être ici dans les chirurgies majeures, sûrement. Il y a les risques intermédiaires, c'est toute la chirurgie, disons, banale, de moins d'1 heure, puisqu'aujourd'hui on va définir aussi le temps opératoire ou le temps de l'opération dépassant 1 heure comme une chirurgie majeure, et moins d'1 heure, c'est quand même une chirurgie à risque intermédiaire. Et puis les procédures avasculaires. Tout ce qui est avasculaire est considéré comme à faible ou à presque risque hémorragique 0, cataracte, chirurgie dentaire, quand on fait un détartrage ou quand on fait une chirurgie de surface, etc. Ou quand on fait des endoscopies avec une biopsie, mais pas l'endoscopie avec la pulpectomie. Par exemple, si on part sur une colonoscopie et qu'on trouve un polype,
on change de catégorie et il faut peut-être réfléchir autrement par rapport à la gestion des anticoagulants par rapport à cette procédure. Donc c'est évolutif. Et puis le risque thrombotique, je n'y reviendrai pas, vous connaissez ça parfaitement. Il y a le haut risque thrombotique, le risque intermédiaire et le faible risque thrombotique. Et on va grouper les valves mécaniques cardiaques, la fibrillation atriale et la thrombose veineuse selon les différents types de gravité. Et on définit 3 catégories de risque de thrombose. Alors, la gestion des antiplaquettaires périopératoires, je vois le temps de temps en temps. Alors, pour les antiagrégants plaquettaires, vous avez ici l'aspirine, le clopidogrel, et puis le TICA chez nous, et puis le Congrelor dont on ne dispose pas malheureusement, et parmi les anti-2B3A, essentiellement le tyrofibon. Alors, pour dire tout simplement que sur le plan pharmacocinétique, le clopidogrel n'agit qu'au bout de 2 heures, donc il est illusoire de le donner par exemple en salle de cathétérisme cardiaque et d'espérer que son action va être immédiate, il faut le donner avant, donc ça met 2 heures à agir. Par contre, le Congrelor, ça agit tout de suite, on n'en dispose pas au Maroc, fort malheureusement, c'est 2 minutes de temps d'action et la réversibilité est très rapide puisqu'au bout d'1 heure ou de 2 heures maximum de l'arrêt, on retrouve une action agrégante plaquettaire tout à fait normale. Et puis vous avez la Grasta qui agit au bout de 5 minutes quand on le perfuse, et puis quand on l'arrête, il faut attendre à peu près 8 heures, 6 à 8 heures pour retrouver une hémostase normale. Ceci est important pour nous quand on fait de la gestion périopératoire des antithrombotiques. Alors, quand on a une chirurgie urgente chez un patient qui est sous anti-agrégant plaquettaire, en particulier quand il est sous DAPT, mais on n'a pas grand-chose. On a l'hexacil, bien sûr il faut arrêter les antiagrégants plaquettaires, c'est clair, mais quand on doit aller au bloc opératoire tout de suite, on n'a pas grand-chose, on a l'hexacil en bolus, puis ensuite à la seringue électrique 2 mg par kilo par heure, on passe des plaquettes. Oui, mais combien de plaquettes on doit passer ? Combien de plaquettes doit-on passer pour d'abord saturer ce qui existe dans l'organisme du patient en termes de médicaments anti-agrégants plaquettaires, et ensuite combien il va en rester pour pouvoir faire de l'hémostase. Donc ça, la question n'est pas tranchée. Alors on va mettre une unité plaquettaire par 10 kg, mais ceci est complètement empirique, et parfois il nous arrive même de passer plus que cela, et le malade continue de saigner. C'est qu'on n'a pas complètement saturé en fait les médicaments qui sont déjà administrés au long cours. Qu'est-ce qu'on fait de la DAPT quand on a un patient qui va être opéré en chirurgie non cardiaque? Alors, la question majeure, c'est dans quelles circonstances le stent a été implanté. Quand un stent a été implanté dans une situation d'urgence, de stémie, de non-stémie, de syndrome coronarien aigu, eh bien, il faut au moins attendre de passer le 3 mois après l'implantation du stent, avant d'envisager une chirurgie non cardiaque. Donc avant, on est vraiment en zone rouge. Tout ce qui est rouge, c'est il ne faut pas le faire. Tout ce qui est jaune ou orange, c'est should we ou maybe, donc à discuter. Et quand on est dans le vert, c'est top. Ici, pour être vraiment dans le vert, après un stent posé en situation d'urgence, de syndrome coronarien aigu, il faut attendre 1 an. Si on est vraiment obligé d'opérer, eh bien 3 mois, c'est un minimum. Sinon, 6 mois, ça serait bien. Quand on a implanté le stent en dehors de l'urgence, en dehors du syndrome coronarien aigu ou d'une situation similaire, eh bien, c'est 1 mois strict de maintien du DAPT. Et après 1 mois, on est dans le jaune, donc c'est du 2A. Et puis, dans l'idéal, on va programmer cette chirurgie après 6 mois. Bien sûr, il est évident que quand on fait ce type de prise en charge, il faut absolument avoir un service de cathétérisme cardiaque à proximité de la chirurgie non cardiaque au cas où. Ici, c'est la transition par rapport au prasugrel, par rapport au clopidogrel qu'on arrête 5 jours avant. C'est la loi des 3-5-7. L'aspirine en général, dans ce type de chirurgie, on le maintient. Et on va essayer de reprendre en post-opératoire après la 6e heure. J'y reviendrai. Voici le médicament dont on manque ici au Maroc, c'est le Congrelor, et qui permet très vite de faire le bridge et d'assurer une bonne situation de transition. Quand on ne peut pas arrêter le DAPT, on met le Congrelor et on va l'arrêter 2 heures avant la chirurgie, et on va le reprendre aussitôt après, une fois qu'on est sûr que le saignement est écarté, post-opératoire. Qu'est-ce qu'on fait des AVK et de non-AVK? Alors, je ne reviendrai pas sur ce qui existe au Maroc, on l'a déjà dit. Les situations d'urgence avec les AVK, il faut absolument utiliser les CCP.
L'utilisation du plasma est illusoire, il faut l'oublier, et vraiment c'est une situation par défaut qu'il faut vraiment faire quand on n'a pas l'octaplex. Aujourd'hui, on a un médicament très facile d'utilisation et qui va pouvoir nous restaurer un INR normal, il ne faut pas s'en priver, et bien sûr il faut l'associer à la vitamine K. J'insiste pour dire que quand on fait une chirurgie, il faut avoir un INR inférieur à 1,50, et quand on fait des procédures neuraxiales, qu'il s'agit de péridurale, de rachianesthésie ou de chirurgie du rachis ou du cerveau, il faut absolument avoir un INR inférieur à 1,2. Ici, c'est l'algorithme que vous connaissez très bien concernant la gestion des non-AVK, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, en situation d'urgence. La principale question, c'est quand est-ce que le patient a pris sa dernière pilule de non-AVK. Si c'est au-delà de 12 heures, avec une fonction rénale normale, banco, on va au bloc opératoire. Si c'est avant 12 heures, si le malade a pris son non-AVK avant 12 heures, à ce moment-là, il faut absolument essayer de patienter le chirurgien, faire patienter le malade quelques heures, gagner quelques heures, si c'est possible, pour pouvoir arriver au-delà de la 12e heure de la prise. Sinon, on est obligé de réverser. On est obligé de réverser, et on réverse avec quoi chez nous? Eh bien, on réverse toujours avec l'octaplex, comme pour les AVK. Sauf qu'on peut augmenter les doses, on va passer à 30 unités par kilo au lieu de 25, voire même 50 unités par kilo, pour pouvoir restituer au patient une hémostase normale. Bien entendu, on va faire le bilan d'hémostase avant, et on fera le bilan d'hémostase, un deuxième bilan d'hémostase avant de rentrer au bloc opératoire, si on a pris le temps de patienter un petit peu. Sinon, si la chirurgie est time sensitive, on va pouvoir, bien sûr, la reporter. Voici avec quoi on réverse. Eh bien, on réverse avec du plasma, mais bon, on réverse avec du PCC et on réverse avec les agents, les antidotes. Avec les antidotes, le Praxbent pour le dabigatran, l'andexanate alpha pour les anti-10, les rivaroxaban et l'apixaban, et ce dont on ne dispose pas. Et donc, encore une fois, je reviens à notre fameux octaplex qui va nous permettre de régler le problème quand on ne peut pas patienter. Attention à quelques facteurs qui vont vous augmenter artificiellement, en tout cas pharmacodynamiquement, les taux d'AOD dans le sang avant d'aller vers le bloc opératoire. Ce sont bien sûr les clérances de la créatinine inférieure à 50, ce sont les petits poids, ce sont le sexe féminin, et puis l'utilisation de la verapamil et de l'amiodarone. Ceci peut vous intéresser particulièrement puisque ça augmente les taux de Dabiga et ça vous augmente le taux des doxaban, et puis le diltiazem qui peut vous augmenter également les taux sanguins, le taux sanguin de l'apixaban dans la situation un peu difficile en préopératoire. Comment arrêter? Comment reprendre? Eh bien, globalement, chirurgie mineure, on arrête 24 heures, ça suffit, ça répond à la question de Si Mohamed Alami par rapport à ton malade de tout à l'heure. Chirurgie majeure, 48 heures, à condition que la fonction rénale soit normale. Bien sûr, quand la cléarance de la créatinine est inférieure à 50, vous voyez bien, on peut attendre jusqu'à 4 jours. Il faut arrêter les AOD jusqu'à 4 jours avant l'intervention chirurgicale. Faut-il bridger? Eh bien, on va vers la simplification. De moins en moins de bridging sont notés dans la littérature. Une grosse première question, qu'est-ce qu'on fait devant le risque hémorragique? Si le risque hémorragique n'est pas important, eh bien, on ne bridge pas. On maintient nos traitements à condition de vérifier que l'INR est dans la frange de la normale. On envoie chez un malade, par exemple, se faire arracher une dent, on dit, bon, on le laisse sous Saint-Tron, mais on vérifie quand même que l'INR est entre 3 et 3,5 en fonction de l'indication, et qu'il n'est pas à 5 ou à 10. Bien sûr, ça va saigner. Donc je dis bien, on ne bridge pas, mais à condition de vérifier que l'INR est dans les franges thérapeutiques, la cible thérapeutique voulue. Deuxième question, est-ce qu'il y a un haut risque thrombotique? S'il n'y a pas de haut risque thrombotique, à ce moment-là, on arrête complètement, on fait une interruption et il n'y a pas de souci, il n'y a pas là lieu de bridger. Quand est-ce qu'on bridge? Ça répond aussi un petit peu à la question de ton malade. Fallait-il arrêter complètement les AOD avant de faire la bronchoscopie? On est sur un terrain de thrombose et là, haut risque hémorragique, haut risque thrombotique. Quand il s'agit d'une valve MECA, eh bien, la question est tranchée, il faut bridger, on ne discute pas, et on bridge avec les HBPM. Maintenant, c'est plus ou moins autorisé. Quand on fait, j'ai bien compris, quand on a un haut risque hémorragique, haut risque thrombotique, en dehors des valves mécaniques, par exemple sur un AVC récent, sur un haut risque de thrombose, sur un thrombus ventriculaire gauche ou sur une FA avec haut risque de stroke, à ce moment-là, bien sûr, on est obligé de bridger.
Alors, ceci est particulièrement intéressant pour mes collègues et amis cardiologues. Qu'est-ce qu'on fait des médicaments quand on est en procédure interventionnelle? Ça, c'est un petit consensus, disons, interne au CHU de Clermont, où j'ai fait ma remise à niveau il y a 2 ans. Et on voit que pour la coronarographie, par exemple, on ne fait rien. On maintient nos traitements anticoagulants, en particulier quand on fait une coronarographie par voie radiale. Ce n'est pas la même chose quand on fait une coro par voie fémorale. Qu'est-ce qu'on fait dans les stimulateurs cardiaques? Eh bien, on ne fait rien. On maintient, mais à condition de vérifier que l'INR est entre 2 et 3. Qu'est-ce qu'on fait pour l'électrophysiologie? Pareil, on ne bouge pas. Et puis, je vous laisse prendre en photo cette diapo parce que j'aurais pu la commenter, mais compte tenu du temps. Le TAVI, par exemple, on arrête 4 jours. On arrête 4 jours les AVK, on arrête 4 jours les AOD avant l'implantation d'un TAVI. Le mitral clip, pareil, 4 jours. Et ainsi de suite. Alors, quand est-ce qu'on reprend? On reprend le DAPT très vite, à la 6e heure, après la chirurgie, et généralement une dose de charge de clopidogrel plus de l'aspirine. Bien sûr, après discussion avec le team chirurgical pour être sûr que ça ne va pas ressaigner une fois qu'on a repris. On reprend les AVK, là aussi c'est ce travail sur la warfarine, mais dans notre contexte, on reprend le Syntron à J1 ou J2 et on protège par le bridging par les HBPM. Et puis pour les AOD, on va les reprendre à la 6e heure. 6e heure post-opératoire s'il n'y a pas de risque de saignement, sinon au plus tard 24 heures après la chirurgie. Notre cas clinique, eh bien, la conduite à tenir, il a été intubé, ventilé. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est des gens qui réfléchissent à peu près correctement, donc on a mis de l'octaplex. On a restitué au malade son hémostase, il a été opéré, et les choses se sont très bien passées après. La ligne médiane est revenue en place, il n'y avait plus d'engagement cérébral. On a repris l'enoxaparine chez ce malade opéré en neurochirurgie à J3, une dose, et on a repris l'anticoagulation efficace par les AOD cette fois-ci, et non pas par les AVK, à J15. C'est une affaire qui concerne le team. On ne fait pas ce genre de malade simplement dans son cabinet ou dans sa clinique tout seul. Il faut vraiment mettre le patient et sa famille au centre des discussions et les informer de tout ce qui va arriver en périopératoire et de tous les risques. Bien sûr, et le chirurgien est important à prendre en ligne de compte et toutes les angoisses qu'il a et toutes les appréhensions qu'il peut avoir par rapport au geste qu'il a réalisé et au risque de saignement post-opératoire. Il va vous dire, bon, écoutez, on patiente encore 6 heures de plus que je sois sûr de mon geste avant qu'on puisse redémarrer les AOD. Donc il faut tenir compte de l'avis de tout le monde, y compris du cardiologue et du réanimateur et du biologiste et de l'interniste ici présent dans notre salle. Surtout écrire clairement sur l'ordonnance tout ce qu'il faut faire. Quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut reprendre, et il faut que ça soit vraiment bien noté. Et pour les gens qui ne savent pas lire, faire un audio sur le WhatsApp et bien expliquer, parce que le malade peut se retourner contre son cardiologue ou contre son réanimateur ou son chirurgien en disant « Ah, on ne m'avait pas dit qu'il fallait faire ceci », et il arrive le jour de l'opération alors qu'il a déjà pris son AOD, et parce que son cardiologue lui a dit « Surtout ne pas arrêter les médicaments, il y va de votre pronostic neurologique ». J'ai gardé pour la fin ces directions futures que j'ai relues sur le NEJM de ce mois de mai. C'est une très belle conclusion où ils disent quand même que le bridge par les HBPM, ça a été dit ça a été confirmé au niveau de l'ISC de 2022 à Barcelone, mais ça demande confirmation vraiment par des trials. Donc on est autorisé à faire le chevauchement des AVK par les HBPM, en particulier pour les valves mécaniques, mais ça mérite quand même confirmation. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait de l'arrêt des AOD quand on a une procédure neurologique ou neuroaxiale ou de péridurale ou de rachis-anesthésie? Généralement, on dit qu'il faut arrêter 3 jours. Ce n'est pas encore très clair. Il y a des zones grises, il y a du travail à faire là-dessus. Autre chose, qu'est-ce qu'on fait de la DAPT par rapport à tel ou tel type de chirurgie? Pour l'instant, on parle de chirurgie à risque de saignement intermédiaire ou à haut risque. Ça regroupe beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait de la DAPT, par exemple, si on avait cette bronchoscopie à faire, si on avait une cholécystectomie? Donc il y a un travail à faire sur la DAPT, la gestion de la DAPT par rapport à tel ou tel type de chirurgie. Et que toutes les sociétés savantes, les gastro doivent travailler sur la DAPT et endoscopie, les orthopédistes DAPT et prothèse de hanche ou prothèse de... Chaque société savante doit nous dire qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle attitude. On est donc consensuel, mais ça mérite quand même des précisions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le NEJM de ce mois de mai. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une chirurgie urgente? Est-ce qu'on est obligé toujours de réverser ou pas? Je vous remercie.
Merci Saadil pour ce topo très intéressant et très pratique. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'en ai deux déjà, donc je vais démarrer par celle posée par vos collègues et après on passe. La première question, la biopsie gastrique peut se faire sous anticoagulant. Saadil. Oui. La biopsie gastrique peut se faire sous anticoagulant. Lesquels? Ben oui. Tu vois, si tu fais une biopsie gastrique chez quelqu'un qui est sous Saint-Tron, avec un INR-A3, c'est pas bon. Par contre, si le patient il est sous AOD, qu'il a une fonction rénale normale, une biopsie, c'est possible. La deuxième question, préconisez-vous le bridge en cas d'ACFA et chirurgie majeure? En cas, alors on est dans le cas de la chirurgie majeure, donc il y a un haut risque de saignement. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Et on est dans le cas d'une ACFA. Si l'ACFA est vraiment à haut risque thrombogène, il faut absolument être dans la situation haut risque hémorragique, haut risque thrombotique. Dans ce cas de figure, il vaut mieux bridger. Si on ne peut pas différer ou reporter un petit peu l'intervention chirurgicale. Monsieur Arbi, quel plaisir de vous voir. Merci. Je voulais vous poser peut-être pas une question, mais que vous me donnez des renseignements sur l'octaplex dont vous avez parlé plusieurs fois au cours de votre exposé. Alors, à quel niveau de la chaîne de coagulation il agit, ce médicament? Comment il faut l'utiliser? Quelle est sa différence avec les antivitamines K classiques ou avec les ARA2? Très bien. Non, mais c'est une question les AOD, je veux dire. L'octaplex, si vous voulez, c'est un concentré de facteurs de la coagulation. On ne va pas rentrer dans les détails desquels, etc. Ce n'est pas le sujet. C'est un concentré de facteurs de la coagulation, en grande partie ceux synthétisés par le foie. Et donc, quand vous avez un patient qui est traité par les AVK, on va bloquer tous ces facteurs synthétisés par le foie. Et donc, si l'hémostase, en quelque sorte, est manipulée pour pouvoir obtenir une anticoagulation. Et quand le patient doit se faire opérer, bien sûr, on est obligé de lui restituer son hémostase normale pour que le chirurgien puisse travailler, ou le cathétériseur d'ailleurs, puisse travailler dans des conditions d'hémostase à peu près convenables. Donc, cette restitution de l'hémostase ne peut se faire que de deux façons. Soit on va passer des kilos de plasma qui vont amener les facteurs de la coagulation pour que vous puissiez faire le nécessaire, soit vous allez amener un petit flacon où il y a tout ce qu'il faut. Et vous le passez sans surcharge hydrique, pratiquement l'espace d'une heure, et vous avez restitué à votre patient une hémostase normale. Si vous faites un INR tout de suite après, vous allez voir que le malade a raccroché son INR et que vous allez pouvoir l'opérer en toute sécurité. Et c'est la même chose pour les AOD. L'octaplex va saturer les AOD qui circulent dans l'organisme et par ce biais-là va permettre aux facteurs de la coagulation de ceux qui n'ont pas encore été, si vous voulez, liés par les AOD, de pouvoir agir et de redonner aux patients une hémostase normale. Professeur Souda, si vous permettez, alors il y a une situation extrêmement difficile qui se pose sur le plan pratique, c'est la patiente qui est porteuse, je dis bien une femme, la patiente qui est porteuse d'une prothèse mitrale en ACFA, une prothèse mécanique en plein ACFA, il faudrait que l'INR soit supérieur à 3 et qui devrait se faire opérer. Alors vous avez dit qu'il faudrait bien sûr bridger par les HBPM. Alors c'est une situation personnellement que j'ai vécue et la patiente, je l'ai perdue. Alors je voudrais juste savoir... La patiente, pardon, vous l'avez perdue? Ah oui, je l'ai perdue. Ah oui. Je l'ai perdue parce qu'elle a fait une thrombose de valve et c'était la catastrophe. Oui. Alors maintenant, je voudrais savoir un peu quel est ton point de vue sur le fait de faire hospitaliser ces patients, de les mettre sous héparine non fractionnée, bien sûr, et de les garder pendant longtemps, si vous voulez, jusqu'à ce qu'on trouve la situation pour la faire opérer dans de bonnes conditions. Alors est-ce que tu le fais sur le plan pratique? Est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faudrait le faire? Il ne faut pas le faire. C'est pour ça que j'ai quand même tenu à faire passer le dernier message du Neige de ce mois, où vraiment on a repris un peu cette chose. Alors, quand on a vécu une situation comme ça, on a juste envie de ne plus utiliser les HBPM en bridging. Ça, c'est clair. Et tous les cardiologues avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter et qui ont ces situations qui ne sont pas exceptionnelles, donc se sont rendus compte que non, il ne faut plus utiliser, et ils ne veulent plus en tout cas utiliser les HBP. Maintenant, quand on voit par un argument de fréquence, d'organisation, de coût, de cost effectiveness,
c'est très difficile d'utiliser les paris non fractionnés pour faire du bridging parce que ça suppose des hospitalisations, ça suppose des TCA à répétition pour être sûr que le malade est correctement anticoagulé. À l'heure qu'il est, nous on fait le bridging par les héparines de bas point moléculaire. Franchement, je vous le dis. J'étais dans une institution où ils refusaient systématiquement de faire le bridging par les HPPM parce qu'ils ont eu une situation comme ça qui a débouché sur un problème médico-légal. Or, les HPPM n'ont pas la MM écrite noir sur blanc, etc. pour ce cas de figure. Franchement, c'est pas tranché et c'est pour cela qu'il faut des trials pour bien confirmer qu'on doit aller dans un ou dans l'autre, dans ce sens ou dans l'autre. Merci beaucoup, professeur Msouda, pour cette mise au point.